Bienvenue à tous. Pour ce nouveau numéro de Bibliothèque Tombouctou, nous recevons l'écrivain Alain Mabankou. Alain Mabankou qui s'est fait surtout remarquer par ses talents de romancier, avec notamment Vers cassé qui fut un grand succès de librairie, ou encore Mémoire de Porc-Épic qui a remporté le prix Renaudot. Alain Mabankou, merci d'avoir accepté de quitter le soleil de Californie où vous enseignez la littérature française à l'université pour participer à ce rendez-vous de Bibliothèque Tombouctou. C'est un plaisir pour moi aussi d'être ici. Alors, vous publiez chez Fayard Les sanglots de l'homme noir, donc un essai, une réflexion sur la quête identitaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à commettre cet essai ? Disons que c'est à un certain moment de la vie d'un individu, surtout quand il écrit des romans, il faut chercher à faire passer les idées. Et parfois, le roman n'est pas le seul moyen pour faire passer ces idées. J'avais constaté avec mon expérience de voyageur, puisque je suis né au Congo-Brazzaville, j'ai fait des études en France, puis j'enseigne aux États-Unis, j'avais constaté une certaine façon de vivre de l'homme noir, ce qu'ils appellent l'homme noir, dans ces trois continents. Les problèmes que nous avons en Afrique, ceux que nous rencontrons en Europe, puis ceux que nous allons trouver aux États-Unis. Et derrière ces problèmes, il y avait toujours des groupuscules de personnages qui pensaient que l'homme noir était en quelque sorte maudit, qu'il n'avait pas une autre solution dans l'existence que celui de l'abattement, de baisser les bras. Eh bien, je me suis dit, il faut cesser de sangloter. C'est ça le sens du sanglot de l'homme noir, dire à tout Africain que les cartes ne sont jamais jouées d'avance et que notre destin se trouve entre notre main et que si nous pensons que tout est fermé, alors ça sert à quoi d'exister? Sommes-nous des spectateurs ou des acteurs dans ce monde? Alors, autrement dit, vous refusez de vous définir par le ressentiment, si je peux dire. Je refuse de me définir par le ressentiment. En général, quand vous croisez quelqu'un de très fondamentaliste, il va passer son temps à faire le bilan de ses malheurs, ce qu'on lui a fait pendant la colonisation, l'esclavage que nous avons subi, les dictatures que nous avons vécues. Donc, on attend de faire le procès de l'histoire et on oublie déjà de lutter contre les injustices qui sont dans le présent. Je ne dis pas qu'il faut effacer l'histoire. L'histoire doit rester là, mais il faut déjà s'occuper de ce présent parce que la situation dans laquelle nous vivons n'est pas toujours catholique, si je puis m'exprimer ainsi. Eh bien, il s'agit d'inventer ce que j'ai souvent appelé l'existentialisme noir. Je refuse la définition qu'on a donnée de moi en tant qu'homme noir. C'est à moi de me définir. Et pour me définir, je n'entre pas dans le jeu de celui qui pleure, mais de celui qui est en action, qui est en plein travail, quel que soit le temps. Alors, il y a donc plein de questions que vous posez dans ce livre. Qu'est-ce qu'être noir? Qu'est-ce qu'être noir en France? Donc, comment donc penser le présent et l'avenir au-delà, n'est-ce pas, de la couleur de la peau? Imaginez que les gens se disent notre identité est liée forcément à la couleur de la peau, ce qui est faux. La peau ne peut pas être un élément d'identité pour les gens. Il n'y a pas une culture parce que nous avons la peau noire. Il y a une culture parce que nous nous sommes rencontrés, parce que nous avons vécu une même histoire, parce que nous avons les mêmes rêves, parce que nous avons des ambitions, ce qui fait que le Chinois qui est très bien avec moi, le Chinois avec qui on a passé les temps difficiles, le Chinois avec qui on travaille tous les jours, ou même l'Indien, il peut être très proche de ma communauté alors que nous avons la couleur de peau qui est différente. C'est par la peau, justement, que nous avons commis beaucoup d'injustices, de haine en Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a ceux qui sont noirs, ceux qui sont un peu plus clairs et ceux qui sont très clairs. Et à l'intérieur, il y a déjà des injustices liées à la couleur de peau. On ne voit même pas les idées, on ne voit même pas les traditions. On se fonde seulement sur la question de la pigmentation. Et j'ai souvent dit, c'est le blanc qui a dit que je suis noir. Et c'est moi qui ai dit que le blanc, il est blanc. Donc les définitions se répartissent selon les préjugés que nous avons. Et moi, je demande peut-être que les prochaines complicités se fondent sur les rencontres que nous avons, sur les affinités que nous avons et sur le besoin de faire un destin commun. Donc on peut dire un peu, vous êtes
contre la culture de l'amertume, si je peux dire. Si l'amertume pouvait fonder une culture, il y aurait dans ce monde une paix extraordinaire. Mais l'amertume pousse vers l'aigreur, et l'aigreur pousse vers le désespoir. Ce qu'il faut, c'est rayer l'amertume pour se retrouver dans une situation d'action, dans une situation de bonheur de vivre ensemble, et cela passe par l'abandon de certains préjugés que nous avons de part et d'autre. C'est un essai, c'est pas tout à fait un essai puisque vous racontez les questions de rencontres. J'aimerais qu'on revienne un peu sur certaines des rencontres que vous avez évoquées dans le livre. Il y a notamment la rencontre que vous faites avec une adhérente du club de sport dans l'Est parisien, du côté de la Place des Nations. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette... Oui, c'est-à-dire j'avais voulu que le livre ne soit pas forcément un essai universitaire où on s'ennuierait parce qu'il y aurait beaucoup de notes de bas de page partout. Donc j'ai voulu émailler ce livre de plusieurs récits parce que ça reste toujours un livre de mon propre vécu. Et ce monsieur que j'avais croisé dans une salle de sport dans le 12e arrondissement de Paris, qui était africain d'un certain âge, à peu près bientôt la soixantaine, essayait de m'expliquer que le destin de l'homme noir en France, c'était d'être agent de sécurité. Et évidemment, pendant que je suis en train de faire mon sport, il était là en train de bavarder, à m'expliquer ces choses, à me dire que je ne comprenais rien à la France parce que j'avais quitté la France depuis fort longtemps et que ici, s'il fallait exister, il fallait aller aux États-Unis. Et du coup, lui, il pensait qu'il n'était pas en face de l'écrivain que j'étais puisque je n'avais pas la casquette. Apparemment, c'est par la casquette qu'on me reconnaît le plus. Donc, il a fait des tests pour vérifier si c'était bien en face de moi qu'il était. Et dès qu'il était conscient que c'était moi, il a commencé à se répandre. Tout d'un coup, j'ai vu toute l'histoire de la galère en France qui s'est déroulée sous mes yeux. Et à la fin, il m'a dit « Restez comme vous êtes, ne soyez pas corrompus, restez aux États-Unis parce que là-bas, c'est le pays de la liberté. » Mais il ne savait pas que là-bas aussi, cette liberté, si elle existe, elle s'est gagnée par des luttes des droits civiques, par des gens qui se sont levés, les Martin Luther King, les Mohamed Ali, les Joe Frazier, les Farrakhan, les Malcolm X, et tous ces gens se sont levés. Ce qui manque en France, c'est cela. Il n'y a pas de figure emblématique. On se retrouve avec quelques plaisantins qui créent des associations qui ne représentent que eux-mêmes et qui sont plutôt des mange-mille puisqu'ils tournent au gré du vent, ces associations. Voilà, ils vont à la soupe. Ils se bagarrent même pour être président de l'association. Pourquoi vous allez faire une association liée sur la couleur de peau? L'association, faites-le pour les difficultés que vous avez tous ensemble. Alors, je veux revenir un peu sur cet épisode que vous avez raconté de la rencontre. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, par moment, que votre interlocuteur vous considérait comme un traître, a priori? De toute façon, dans l'existence, c'est toujours cela. C'est le monsieur qui était avec moi dans la salle de gymnastique, il me prenait peut-être pour un noir qui est devenu bourgeois. Mais ce qu'il oubliait, c'est que j'ai vécu 17 ans aussi dans la même galère en France, que j'ai plus passé du temps en France qu'ailleurs. Et que de ce fait, c'est parce que j'ai refusé la fatalité que je me suis dit que j'irais travailler là où j'aurais la possibilité d'exercer ce que j'avais à faire. C'est toujours plus facile, en général, de pointer le fusil sur celui qui s'est tiré d'une situation. Et comme ça, on essaie d'expliquer ses propres malheurs. C'est-à-dire, voilà un noir, il travaille aux États-Unis, il est prof dans une université américaine et qui nous donne des leçons. Grosso modo, c'est ça la photographie. Mais derrière, il ne voit pas que, même dans l'écriture, j'ai dû, depuis les années 90 jusqu'à maintenant, publier plus de 15 livres. J'ai fait tous les métiers les plus plats en France. J'ai vendu des chaussures dans des boutiques, j'ai lavé les sols des restaurants, j'ai fait de la sécurité, mais dans ma perspective, je me disais que c'était provisoire. Ça me permettait sur le champ d'avoir un peu d'argent et puis peut-être de continuer la vraie ambition que j'étais, c'est-à-dire d'être un homme libre, de faire un travail indépendant et d'exprimer ma pensée comme je le veux, comme maintenant. Alors moi, justement, quand je repense un peu à tout ce texte qui est dans le livre, j'ai comme l'impression qu'il y a chez vous un sentiment de fierté qui est très, très, très fort, qui est très poussé. Est-ce que je me trompe?
Mais moi, je pense que si on n'est pas fier, on est fragile. Il faut toujours être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on est en train d'entreprendre. Même quand vous êtes charbonnier, soyez le meilleur de tous les charbonniers. Quand vous êtes guitariste, soyez le meilleur de tous les guitaristes. Quand vous êtes pousse-pousseur, ceux qui poussent, qui transportent les marchandises en Afrique, là, soyez le meilleur. J'aime toujours la formule du poète français Alfred de Musset qui disait « Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre ». C'est ça qui est essentiel. Et si vous êtes heureux, si vous êtes satisfait de ce que vous êtes en train de faire, personne ne viendra de vous attaquer. Parce qu'on nous attaque, parce que nous donnons le visage de ceux qui sont malheureux, de ceux qui ne sont pas fiers de leur continent, de ceux qui ne sont pas fiers du fait qu'ils sont de ma couleur de peau. Moi, la peau, dans ma tête, elle n'existe même plus. On m'a donné une peau, je la porte, c'est celle que j'ai, je suis né avec, je n'ai pas l'expérience d'une autre peau. Pourquoi je vais passer mon temps à me lamenter sur une définition qui n'est somme toute que celle des préjugés? Il n'y a aucun continent qui ait le monopole de la vérité, de la beauté ou de l'intelligence. Il s'agit simplement de comment nous essayons de gérer nos rapports. L'homme intelligent, c'est celui qui sait être diplomate pendant les conflits et c'est celui qui sait transmettre les valeurs de son continent tout en restant ouvert, en se disant que peut-être qu'ailleurs, si je prends un peu pour amener chez moi, ça va donner encore plus de grandeur à mon continent. Une dernière question. Pour qui, d'après vous, vous avez écrit cet ouvrage? Non, mais je pense qu'un ouvrage, il est écrit pour faire le point d'une question. Donc moi, le lecteur, quel qu'il soit, peut entrer à l'intérieur de ce livre. Je ne choisis jamais mon lectorat. Je prends les grandes questions des sociétés qui se posent et ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, un problème qui concerne les Africains concernera forcément les Européens, les Américains, les Asiatiques. Aujourd'hui, nous avons l'Asie qui se trouve chez nous, qui travaille avec nous. La France, elle est toujours là, à travers même l'Europe en général. Les États-Unis, la même chose. Donc, il s'agit d'un sanglot qui a l'air d'être le sanglot de l'homme noir, mais quand on regarde bien, c'est aussi le procès de l'homme blanc, c'est aussi le procès de nos indépendances, c'est aussi le procès de nos dictatures, c'est aussi les procès de nos républiques bananières. Donc, c'est une question d'actualité, ça concerne tout le monde. Alain Mabankou, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain numéro de Bibliothèque Tombouctou.